Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour commenter l'actualité de la semaine. On va revenir, Michel, sur le voyage du pape Léon XIV en Algérie, temps fort de sa première tournée mondiale qui le mène dans plusieurs pays d'Afrique. Un pape qui a délivré des messages forts et qui insiste sur le caractère universel de sa fonction avec un style pastoral qui semble vous séduire, vous nous le direz. Léon XIV qui d'autre part a essuyé les critiques acerbes venant de Donald Trump et son vice-président J.D. Vance qui a courroucé les catholiques du monde entier, et vous aussi, mon cher Michel. Et puis on évoquera aussi les difficultés économiques des Français qui se poursuivent alors que la crise énergétique s'installe. À la faveur de la situation au Moyen-Orient, les prix des carburants continuent de monter en flèche, ce qui est un désastre pour de nombreuses professions. On a parlé des pêcheurs la semaine dernière. On verra comment le gouvernement tente de répondre à ce qui pourrait se transformer en crise sociale. Autre thème important, les débats polémiques autour du 1er mai et des ZFE. Faut-il laisser certaines professions travailler le 1er mai, le jour de la fête du travail, Michel? Très symbolique, mais on verra ce que vous en pensez. Est-ce que la valeur travail est en déshérence dans notre pays? Et puis pour les ZFE, jusqu'à quand va-t-on continuer à embêter les Français? Je ne reprends pas exactement la formule de Pompidou, mais c'est un petit peu ça l'idée. On parlera aussi de l'acharnement contre Boualem Sansal, victime d'une campagne de dénigrement après son retour de captivité. Certains médias et intellectuels l'accusent même d'être d'extrême droite. Qu'est-ce que cela dit des mécanismes de la haine à l'œuvre dans notre pays, Michel? Enfin, nous évoquerons la sombre période de la collaboration pendant la guerre, à la lumière du film de Xavier Giannoli, Des rayons et des ombres, le récit de la collaboration à travers le parcours du journaliste Jean Lucher, un tenant de la gauche humaniste qui a fini par collaborer avec l'occupant nazi. On reviendra avec vous sur cette période de notre histoire et sur la façon, bien sûr, dont le général de Gaulle a su transcender ses fractures pour redresser la France. Enfin, le point philo, il va nous ramener au pape Léon XIV, Michel. Vous nous proposez les Confessions, évidemment, de Saint Augustin, un livre qui est majeur dans la construction de notre Occident, avec ce pape qui évidemment revendique de l'augustinisme. C'est comme ça qu'on dit? L'augustinisme, oui. Génial. Et bien c'est parti, mon cher Michel. On commence par ce pape Léon XIV qui était en Algérie, voyage pastoral sur les traces donc de Saint Augustin, qui était de la région d'Hippone, où il est mort en 430. Il a prononcé un discours fort à Alger devant le mémorial des victimes de la guerre d'Algérie. Il a appelé au pardon. Voilà, il a appelé les Algériens au pardon. Et puis il a rendu hommage dans la basilique Notre-Dame d'Afrique aux 19 religieux assassinés en Algérie depuis 30 ans. On écoute Léon XIV. Votre communauté a des racines très profondes. Vous êtes les héritiers d'une multitude de témoins qui ont donné leur vie, poussés par l'amour de Dieu et du prochain. Je pense en particulier aux 19 religieuses martyrs d'Algérie qui ont choisi d'être aux côtés de ce peuple dans ses joies et dans ses peines. C'est important ce que dit ce pape Léon XIV, Michel Onfray. Oui, moi je l'aime bien parce que c'est le pape de l'histoire, du retour de l'histoire. C'est-à-dire qu'avec le précédent, on avait le pape de l'idéologie, et qui estimait que l'histoire n'existait pas, que c'était que l'Église était une espèce d'ONG, que bon, pas faire la critique de ce pape passé. Et celui-ci, quand il est arrivé, on a commencé à tester. D'abord, on ne savait pas. Il s'appelle comment? Parce qu'effectivement, quand vous prenez un nom de pape, vous dites quelque chose d'important. Si vous vous inscrivez dans la lignée de Léon, vous êtes Léon XIV, qu'a fait le Léon XIII, qui justifierait que vous puissiez vous inscrire dans ce lignage. Et donc, ça, c'était un signe subtil. Je crois que c'est un... Vous savez, en philosophie, on parle de docteur subtil, mais c'est un docteur subtil. L'autre était très gros sabot, et lui, il est arrivé en faisant pas trop de bruit, mais juste 2 ou 3 petits signes, par-ci, par-là. Il a commencé par réhabiliter des vêtements sacerdotaux qui étaient ceux du pape. C'était une façon de dire, on n'avait pas besoin de faire beaucoup de théologie. Regardez-moi arriver, j'ai des vêtements qui n'existent plus depuis un certain temps au Vatican, donc je m'inscris dans une tradition. Et mon problème, c'est pas le futur ou l'avenir, ou je ne sais quoi, mais si c'est quand même un pape qui se soucie de l'avenir, mais c'est de rester dans l'histoire, d'être dans l'histoire et de savoir que on va pas commencer à faire un cours sur Augustin sur la question du temps, sur la question du présent, sur la question du passé, sur la question du futur, puisque Augustin nous dit qu'il n'y a que du présent. Le passé, c'est de l'ancienneté qu'on présentifie, et le futur, c'est un avenir qu'on présentifie toujours, donc il y a une espèce d'éternel présent, nous dit Augustin, et il s'inscrit dans ce lignage-là. Et il dit des choses quand il va à Monaco, par exemple.
Vous avez des voitures de luxe. J'allais donner des marques, mais vous avez des voitures de luxe, des gens richissimes, des yachts, etc. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais il y a une religion d'État aussi. Il y a une religion d'État. On peut dire ça. On peut dire ça. Ah oui. Mais oui. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas le dire. Mais ça, c'est ceux qui voudraient absolument qu'il se soit manifesté sur le terrain du sociétal. Je pense qu'il s'est manifesté sur le terrain pastoral, même si on pourrait s'entendre sur la façon de le distinguer. Il a juste dit, vous les riches, sachez que Jésus tient un discours à votre endroit et tâchez de vous en souvenir. Il ne dit pas débarrassez-vous de toutes vos richesses, mais il en appelle à la charité, il en appelle à un certain nombre de vertus. Donc il avance dans des endroits, pas dire qu'ils sont minés, mais enfin qui ne sont pas les lieux dans lesquels on l'attend. L'Algérie, c'est exactement la même chose. C'est un pays musulman qui revendique un islam agressif, qui prend en otage notre ami Boualem jadis, et puis aujourd'hui Christophe Glaise en disant on n'a que faire du droit et c'est ainsi que les choses se passent. Il arrive dans cet endroit en terrain ennemi, disons-le. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a eu quand même 2 attentats qui ont été, dit-on, déjoués. Mais enfin, déjoués à Blida, à quelques kilomètres d'Alger. Oui, je pense que les ceintures d'explosifs se sont déclenchées trop tôt, mais enfin, il n'y a pas eu cet attentat qui aurait dû avoir lieu en protestation contre le fait que le roi des mécréants, disons-le comme ça, était invité sur une terre musulmane. Donc vous voyez qu'en terre musulmane, c'est pas si simple que ça. Et il y va. Et il dit un certain nombre de choses. Et il dit des choses qui sont les choses qu'Augustin nous fait savoir. C'est-à-dire, revenez à la prière, revenez au texte, revenez aux Écritures. Je ne vais pas parler tout de suite des confessions, mais on en parlera. Et là, on le voit avec cet accent étonnant, un mélange d'accent de l'Espagne, de l'Amérique du Sud, de l'anglais, des États-Unis, et puis en même temps d'un français qui l'utilise, qui est un peu touchant, et qui n'est pas fluide, parce qu'on est obligé d'écouter. Moi, j'ai écouté son homélie, et il y a parfois des mots qui disparaissent, enfin que je n'ai pas compris, du moins. Mais il inscrit son pontificat doucement, dans une logique de force tranquille, si je puis me permettre de détourner une expression qui avait fait jadis son effet, mais il avance comme ça, avec l'intelligence qu'ont les augustiniens, qui sont des gens qui n'ont pas lu que les confessions, mais aussi la Cité de Dieu, qui est un art de produire des effets sur le terrain politique. Et quand il dit il faut pardonner devant le mémorial des victimes de la guerre d'Algérie, c'est très clair. C'est majeur, parce que si vous prenez le Coran, le pardon, toutes les sourates démarrent avec au nom du Dieu miséricordieux, mais la miséricorde, c'est pas très exactement de couper des têtes, de vouer aux gémonies, de dire que le paradis est à l'ombre des épées. Mais sur l'exemple précis de la guerre d'Algérie, il dit aux Algériens tournez la page. C'est majeur, c'est majeur. Ce qu'il a dit est majeur, parce que personne ne le dit. Vous avez des gens aujourd'hui qui nous disent repentance, de Benjamin Stora à Ségolène Royal, en passant par Emmanuel Macron et tant d'autres, et surtout toute la gauche comme un seul homme, qui vient nous expliquer que cette guerre a été terrible. Oui, elle a été terrible. Bien sûr qu'elle a été terrible. Mais parlons de ce qu'a fait le FLN contre le MNA, par exemple, le mouvement national algérien. Parlons des massacres que les Algériens ont commis sur des Algériens eux-mêmes. Parlons sur... etc., etc. Faisons véritablement de l'histoire. C'est pourquoi, quand je dis de ce pape qu'il me semble être le pape de l'histoire, c'est intéressant dans une époque où l'histoire n'existe plus. Vous ne pouvez plus faire référence de manière un peu subtile à des thèses de Darwin, à des thèses scientifiques ou à des thèses qui renverraient à un peu de culture. Là, d'un seul coup, il nous dit, mais nous sommes dans l'histoire et le présent n'est pas tout. La petite actualité du moment, c'est pas essentiel. Lui, il a sur les épaules de 2000 ans de christianisme, et son propos, c'est de faire de telle sorte que le christianisme dure encore. Donc, moi, je suis du côté de tous ceux qui réhabilitent l'histoire, de tous ceux qui réhabilitent la science, de tous ceux qui réhabilitent, au-delà de la religion, aussi la raison, une raison des Lumières, etc. Donc, en ce sens, tout personnage qui nous dit l'histoire existe, elle n'est pas finie, est un personnage qui m'intéresse. On est sur CNews et sur Europe 1, en face à Michel Onfray. Michel, il y a eu aussi ces critiques invraisemblables de Donald Trump à l'encontre du pape, qui avait évidemment, parce qu'il est le pape, condamné l'intervention militaire en Iran. Ce n'était pas un soutien au régime des Mollahs, c'était son rôle, le pacificateur. Il porte le message de paix dans le monde entier. Et écoutez ce qu'a dit Donald Trump du pape Léon XIV. Je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime la criminalité, j'imagine. Il nous a frappés, pensez-y. Il s'inquiète de la peur. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIV. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille mettre fin à la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas fan du pape Léon XIV.
Voilà, on a compris qu'il n'est pas fan du pape Léon. Je crois que vous n'êtes pas fan de Donald Trump. Je vous passe ça dans un instant, Michel. On va écouter la réponse du pape à Donald Trump. C'était dans l'avion qui l'amenait en Algérie. Et il dit qu'il n'a évidemment pas peur de l'administration américaine. Léon XIV. Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de parler haut et fort du message de l'Évangile. Et c'est ce que je crois. Et je suis appelé à faire ce à quoi l'Église est appelée. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne cherchons pas à faire de la politique étrangère, comme ils l'appellent, avec la même perspective qu'ils pourraient la comprendre. Mais je crois que le message de l'Évangile, la leçon des artisans de paix, est le message que tout le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Voilà pour la réponse pleine de hauteur et de dignité du pape Léon XIV. Bon, on fait court sur cet échange parce qu'il sera assez stérile, je pense. Mais Donald Trump, en plus, vous allez me parler, il a fait aussi une image de synthèse, le représentant plus ou moins en Jésus-Christ, qui a été retiré très vite, le tollé que ça va susciter et aux États-Unis et dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette séquence, Michel ? C'est toute la vulgarité de Trump et toute la subtilité du pape. C'est vraiment deux façons de faire. C'est un peuple qui a 300 ans d'existence et puis une civilisation qui a 2000 ans d'existence, avec l'espèce de vulgarité, la gouaille de cet homme qui ne sait même pas probablement quand je parle de Trump là pour le coup, que le pape est un chef d'État, que le Vatican c'est un État, que c'est pas juste un représentant spirituel et qu'il n'y a pas... j'allais dire, il n'y a pas de meilleur service secret, mais enfin, si, il y en a quand même qui sont très efficaces, mais il y a un service secret, il y a un service de diplomatie au Vatican. Ah oui. Et que ce pape, quand il arrive au pouvoir, eh bien, un peu comme il y a des passations, enfin, sauf que là, la passation, elle ne se fait pas, parce que c'est toujours à la faveur, hélas, de la mort d'un pape qu'un autre pape est élu, mais il a des dossiers sur sa table et il sait très bien tout ce qui se passe. Et quand il s'exprime sur l'Iran, sur la bande de Gaza, sur Israël et sur tous les autres sujets, il est autant informé qu'un chef d'État planétaire. Donc c'est une autorité spirituelle, mais c'est une autorité temporelle aussi. Et ils font beaucoup de choses en matière diplomatique, les gens d'église, les papes et les gens d'église. Parce qu'il y a des communautés, parce qu'il y a un réseau planétaire. Il vous suffit juste de solliciter un évêque dans son évêché à l'autre bout du monde pour avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas meilleur réseautage que le clergé planétaire. Donc, quand il dit qu'il devrait s'occuper de choses morales, comme si la guerre n'était pas une chose morale, c'est assez sidérant. Cette façon de dire, laissez faire la guerre aux gens qui sont sérieux, etc. On pourrait s'inspirer de la diplomatie du Vatican pour justement régler un certain nombre de problèmes. Et on voit bien toute l'espèce de grossièreté avec sa casquette en permanence. Là, il fait du golf, il a la casquette, il fait une intervention, cette casquette. Il y a un cercueil, il y a des cercueils de soldats américains qui sont morts qui arrivent, il n'enlève même pas sa casquette. Enfin, il y a cette espèce de vulgarité de cow-boy. Ce type est un cow-boy, quoi. C'est de grossièreté, il ment en permanence, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Et puis cette espèce de sourire radieux du pape. Tu dis, mais moi je suis un pasteur, je n'ai pas peur de l'administration américaine. Un tout petit mot, alors on a évoqué la guerre en Iran, ce conflit au Moyen-Orient qui continue à faire flamber les prix de l'énergie. Il y a un ras-le-bol des Français qui ne s'en sortent pas, Michel. Bon, il y a des petites aides qui sont accordées ici ou là par le gouvernement français, mais on sait que les caisses sont vides et que c'est très difficile d'ouvrir à nouveau les portes du quoi qu'il en coûte. Pourtant, l'Allemagne vient d'aider ses automobilistes, en tout cas ceux qui travaillent avec leur voiture. Est-ce que les ingrédients d'une colère sociale, d'une éruption sociale, alors qui n'est pas prévisible, allez-vous me dire, sont réunis pour vous ? Oui, mais depuis longtemps. Et on a un pouvoir fort et très autoritaire, contrairement à ce qui se trouve dit. C'est-à-dire, quand le peuple est consulté et qu'il vote mal, on met son vote à la poubelle. Quand le peuple descend dans la rue, on lui envoie des policiers qui obéissent, hein, et qui arrachent des yeux, qui arrachent des mains, etc. Enfin, on voit bien que le pouvoir est extrêmement puissant sur ce terrain-là quand il s'agit de contredire le peuple qui descend dans la rue. C'est un pouvoir populicide. Il y a une détestation du peuple, on le voit très bien. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le peuple qui descend dans la rue pour se faire arracher les yeux, pour se faire arracher les mains, pour se faire traiter partout dans toute la presse d'homophobe, de raciste, d'antisémite, encore que ça finit par être bien porté l'antisémitisme aujourd'hui pourvu qu'on se réclame de la gauche. Mais ce peuple-là, il n'a pas envie de descendre, il est dans la rue. Je dis, mais ça va servir à quoi ? Peut-être espère-t-il dans une élection présidentielle qui lui permettrait de
rebattre les cartes. Mais là encore, je me présume que tout sera fait pour que on ne respecte pas le vote populaire. Il a déjà été dit que la France insoumise a fait savoir qu'elle n'obéirait pas à un résultat électoral. De toute façon, c'est ainsi. Vous savez, dans certaines municipalités, des gens qui vous font savoir qu'il y a des individus qui ont décidé, qui sont exclus de l'espace municipal en disant non, celui-ci en fait partie, celui-ci n'en fait pas partie. Donc la démocratie est en piteux état, et avec la bénédiction du chef de l'État et même de ceux qui lui donnent raison. Je pense au ministre de l'Intérieur, je pense au Premier ministre qui ont donné leur accord à cette vision des choses. Simplement, la jacquerie, elle survient sans qu'on sache pour quelle raison. C'est des éruptions. Donc il y a quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe. Et un jour, on dit « Ah, il y a la prise de la Bastille ». Mais avant la prise de la Bastille, il y a de la poudre partout, il faut juste une étincelle. L'étincelle, un temps, ça a été Jacqueline Moreau, qui, pour les Gilets jaunes, qui avait produit l'effet que nous savons, enfin dont nous nous souvenons. Là, ça peut être n'importe qui. Nous avons mon ami pêcheur, la semaine dernière, qui nous a tellement remercié. Enfin, il m'a remercié. Oui, il vous a appelé après, c'est ça, oui, le pêcheur qui disait tous les bateaux étaient à l'arrêt. Le ministre va arriver peut-être, ils vont faire une visite ou je ne sais quoi, etc. Oui, il y a ce peuple-là qui travaille, qui en a assez. On va parler peut-être tout à l'heure, vous l'avez dit, du 1er mai, mais tous ces gens qui ont envie de travailler en disant mais laissez-nous travailler, laissez-nous faire notre métier, nous aimons notre métier. Vous avez des gens qui aiment leur métier, c'est déjà tellement rare les gens qui aiment leur métier, surtout dans les jeunes générations, où on comprend d'ailleurs que des jeunes n'aient pas forcément envie d'aimer un métier qui est mal payé, où ils sont maltraités. En tout cas, ils veulent peut-être pas faire le même métier toute leur vie, qui est la grande différence avec nous, et pourquoi nos pas générations. Et pourquoi pas, ça, moi je ne serais pas contre. Mais il y a simplement des gens qui sont surdiplômés et qui, eu égard aux diplômes qui sont les leurs, veulent des métiers qu'on ne pourra pas leur offrir. Et donc, on manque de gens qui pourraient faire, je sais pas quoi, être maçon, plâtrier, électricien, chauffagiste, plombier, parce que si vous avez fait une thèse sur les pratiques animistes dans les forêts amazoniennes, vous dites, mais moi, je vais pas déboucher les toilettes des gens, quoi. Ça m'intéresse pas de faire ce métier-là. Donc il y a tout un travail à penser. On en parlera au moment du 1er mai, mais que la fête du travail soit l'occasion de faire du travail une fête. Et c'est pas forcément facile. C'est un truc à repenser. Nous avons aujourd'hui les moyens, avec l'intelligence artificielle, avec la possibilité de travailler avec des ordinateurs, de repenser complètement le travail, plutôt que de dire alors on n'ouvre pas, d'accord, pas d'accord, ou je ne sais quoi. Il y a tout un travail, mais là pour le coup il faudrait solliciter des vrais philosophes, des vrais sociologues, des vrais économistes qui soient capables, au-delà de l'idéologie, de dire qu'est-ce qui est bon pour la France. Absolument. On va faire une petite pause, justement. Qu'est-ce qui est bon pour l'interrogation dans un instant. Oui, qu'est-ce qui est bon pour l'interrogation. On va reparler de ce 1er mai, de la valeur travail. On vient de commencer à évoquer le sujet. Est-ce qu'elle est en déshérence dans notre pays? On parlera de Boualem Sansal aussi et de la collaboration à travers le film Les rayons et les ombres que vous avez vu, Michel. A tout de suite dans Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour Face à Michel Onfray. Michel, le 1er mai, tout un imbroglio autour du 1er mai, avec une proposition de loi qui avait été déposée par Gabriel Attal et d'autres députés de son parti pour tenter de faire un espèce de modèle flexible pour les salariés qui voudraient pouvoir travailler de façon évidemment volontaire le 1er mai, tollé du côté des syndicats et de la gauche. Le gouvernement fait marche arrière et finalement, il n'y aura pas d'assouplissement, en tout cas de la réglementation pour l'instant, pour le 1er mai. On va écouter les Français, ils sont majoritairement favorables à ce volontariat pour le 1er mai, mais il y a ce tabou du jour chômé, le seul jour chômé en fait, de l'année, jour férié. D'abord, on écoute les Français et je vous passe la parole. Moi, je ne comprends pas qu'on empêche les gens de travailler. Regardez les fleuristes, ils n'ont pas le droit de vendre du muguet. Le 1er mai, alors que dans toutes les rues, dans tous les coins de rue, on vend du muguet à la sauvette. Donc on est 15 à travailler, donc multiplié par 15, c'est pas la peine, quoi. Autant rester fermé et rester couché. Hein. Nos anciens se sont battus pour avoir cette journée, donc je pense que cette journée, voilà, on a le droit d'être en repos. Maintenant, il faudrait que ça soit pour tout le monde pareil. C'est des grosses journées, c'est comme le lundi de Pâques, le 8 mai, etc. Donc c'est des journées où il y a plus d'affluence, donc plus de chiffre d'affaires, et après c'est bénéfique pour nous et pour le patron. Donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas travailler. Voilà pour ces artisans boulangers interrogés par nos équipes. Michel, ils disent ce que vous disiez il y a quelques instants, il faut laisser le choix. Ou est-ce qu'il y a un totem sur le 1er mai ? Oui, il y a un totem. D'abord, il y a un pouvoir des syndicats qui est considérable. C'est-à-dire qu'ils sont minoritaires par rapport à la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle vote assez peu pour des représentants syndicaux. Il y a ça à quelques-uns dont ça devient en gros le métier et qui sont sur une logique absolument idéologique. Il y a un certain nombre de partis dont le métier consiste à être la courroie de transmission de partis qui eux-mêmes veulent l'abolition du capital, du capitalisme, etc. Bon, d'accord, très bien. Moi, je pense que les syndicats devraient vouloir le bien des ouvriers, le bien des travailleurs.
et qu'on doit pouvoir demander aux ouvriers ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Le problème, c'est pas de faire sauter ce jour-là, c'est juste de dire, si vous travaillez ce jour-là, il sera payé, je crois, double. Bien sûr. Et il y a des gens qui ont envie de travailler ce jour-là pour que ce soit payé double. Enfin, les syndicats ont dit non. Voilà. Alors qu'il y a des services publics qui travaillent, qui fonctionnent ce jour-là avec des fonctionnaires qui sont payés double. Mais bien sûr. Mais pas pour le privé. Mais la CGT n'est pas contre le fait que les inspecteurs du travail ne travaillent pas ce jour-là. Ils vont travailler, les inspecteurs du travail. Absolument, ouais. C'est-à-dire que la police syndicale va faire son métier parce que là, pour le coup, il nous faut absolument que des gens puissent travailler le 1er mai. Ou alors c'est férié et chômé pour tout le monde et ça l'est pour tout le monde. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie. Si vous faites un infarctus, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux. Si vous avez besoin d'accoucher ce jour-là, vous attendez le 2 mai. Mais non. C'est difficile, Michel. Non, mais c'est la fin de la société, c'est la fin du mouvement de la société. Après, moi, je suis pour que tout le monde discute, pour que les patrons et les employeurs puissent voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et vous pouvez voir avec votre patron si il veut vous employer autrement, différemment, vous donner un jour à récupérer ou je ne sais quoi. Je suis pour la discussion et pas qu'un syndicat décide dans son bureau de faire avancer la révolution prolétarienne en disant nous restons figés et fixés là-dessus. Ce 1er mai, c'était quoi? Rappelez-nous, c'est la fête du travail, évidemment, obtenue de haute lutte. Oui, et il faut que ça reste ça aussi. C'est-à-dire que ça n'exclut pas non plus. C'était les syndicats qui estimaient effectivement que le travail devait être fêté comme une valeur, comme une vertu, etc. Ce qui n'est de toute façon plus le cas de la gauche. Parce que nous avons des Sandrine Rousseau qui nous font l'éloge du droit à la paresse de Paul Lafargue, et qui nous disent, ou de gens qui nous disent aujourd'hui on ne veut pas travailler, on ne veut plus travailler. Ou quand on travaille, on sabote. On a aussi des saboteurs aujourd'hui. Des gens qui disent mais moi mon boulot consiste à en faire le moins possible, et quand je fais mon boulot, à mal le faire parce que je suis en train de saper le capitalisme de l'intérieur. Il faut avoir 12 ans d'âge mental pour penser comme ça. Mais moi, je repense à cette idée que nous devrions savoir comment on peut mettre à la table les gens qui travaillent et des gens qui voudraient qu'on modifie véritablement le travail. Demandez, c'est ça l'autogestion. Demandez aux pêcheurs comment ils veulent organiser la pêche, plutôt que de dire, messieurs les pêcheurs et messieurs, mesdames les pêcheurs, une directive européenne, signée Madame Ursula von der Leyen, vous fait savoir comment vous allez pêcher, de quelle manière, quand vous allez sortir, pas sortir, combien de quantité, combien de poissons de ceci, poissons de cela, telle date pour commencer, telle date pour terminer, etc. Cette espèce de bureaucratie incroyable. Il faut détendre le travail pour que ça redevienne agréable pour certains et désirable pour d'autres. Et puis pour ceux qui font des métiers pas très agréables, je pense que personne ne dit un jour je deviendrai videur de poubelle, on appelle ça reaper maintenant, faire de telle sorte que ces gens soient payés très bien et travaillent très peu et dans des conditions qui soient formidables, qu'on repense le travail. Voilà. Moi je compte pas, vous non plus, je le sais, et que vous ne comptez pas vos heures de travail parce qu'on a la chance de faire de notre passion un métier. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc pensons à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir un métier passion et puis permettons-leur de gagner un peu plus d'argent. Si vous voulez travailler pour gagner 2 fois plus parce que vous allez pouvoir consommer si vous avez envie d'acheter ceci ou acheter cela, après les travailleurs font ce qu'ils veulent de leur argent, eh bien, rendons-le possible. Mais cette façon de bureaucratiser tout, c'est quand même assez français. C'est spécifiquement français. Et puis, il y a globalement un problème de décalage entre la France et ses voisins européens. Ils travaillent plus dans les pays qui nous entourent. Ils travaillent entre 10 et 15 jours de plus que nous. Oui, mais ça, vous savez, moi, je ne suis pas un obsédé de la quantité de travail, mais je le suis de la quantité. Comment ? Vous n'êtes pas un staccanoviste. Non, c'est pas ça, mais de la qualité de travail. Je pense que si vous avez des gens qui travaillent, à qui on dit maintenant vous allez travailler 40 heures par semaine et qui vont saboter le travail pendant 40 heures, c'est pas terrible. Mais si vous avez la possibilité d'aménager le travail en faisant de telle sorte que vous travaillez le soir, la nuit, le dimanche, les vacances, 15 heures dans une journée, mais pas, etc., que tout ça soit flexible et que chacun y trouve son compte. Il y a des gens qui voudraient pouvoir mettre... Moi, quand j'étais prof, je mettais mon emploi du temps sur 3 jours et je faisais des journées, c'était vraiment très tassé. Mais ça me convenait parce que le reste du temps, je pouvais faire des conférences, écrire, travailler à mes livres ou je ne sais quoi. Donc, qu'on puisse avoir du travail à la carte. Et qu'on ne voit pas forcément le patron comme un exploiteur. Parfois, il y a plein de petits patrons qui ne se versent pas de salaire. Donc, et qui vivent parce que leur compagnon ou leur compagne apporte un salaire à la maison. Je ne parle même pas des paysans, les malheureux paysans, pour la plupart. Et donc, il faut une révolution dans l'art de penser le travail, qui plus est avec l'intelligence artificielle, qui dans 10 ans va détruire un certain nombre va révolutionner, de métiers. Mais complètement. Détruire certains pans de métiers et en ouvrir d'autres. Eh bien, absolument. Donc, allez-y, Michel. Non, il y a des nouveaux métiers qu'il faut envisager dès à présent. L'art, par exemple, de poser des questions à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle, parce que c'est... Un jour, peut-être, je serai une intelligence artificielle, Michel. Vous répondrez à un robot, peut-être, dans cette émission. Parce que ça arrivera, mais pas à nos âges. Je pense que...
Non, ça existe déjà. Hein. Oui, ça peut. Oui, non, bien sûr. Voilà, vous avez raison. En fait, je retire ce que je dis. Vous pourriez très bien, je le dis à la direction, faire des économies en ayant un robot qui travaillerait nuit et jour, qu'on pourrait solliciter à 3 heures du matin. Non, ça arrivera. Ça arrive déjà au Japon. Vous avez des créateurs de synthèse. Tout est synthèse, hein, c'est-à-dire que le visage, le corps, ça n'existe pas. La voix, enfin, ça existe, mais de manière virtuelle. La voix, c'est la même chose. Le nom, le prénom, etc. Et puis, vous filez une intelligence à cette personne-là. Parce qu'il y a des métiers dans le journalisme qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup d'intelligence. Quand vous entendre faire l'éloge de l'IA m'amuse beaucoup. C'est pas que j'en fais l'éloge, c'est que nous ne pouvons plus faire sans. C'est comme quelqu'un qui, quand l'électricité arrive, dit « Oh là là, l'électricité, c'est dangereux. Je préfère ma... » Oui, c'est dangereux. Ça fait tourner le lait des vaches. Maupassant qui estimait que les trains... c'était des trucs terribles et que les gens, les cerveaux exploseraient, pas seulement Maupassant, mais les cerveaux exploseraient dans les tunnels ou ce genre de choses. C'est ainsi, ça a été créé, c'est une machine diabolique. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas de dire je n'en veux pas, c'est de dire puisqu'elle est là déjà, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et il faut un grand projet politique sur ce sujet-là. Moi, j'ai rencontré récemment une jeune fille qui travaillait qui fabriquait une intelligence artificielle sur les questions de bactéries intestinales. Ou ce genre. Vous savez, on dit souvent que les intestins, c'est un deuxième cerveau. Et elle me disait non, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Et c'est une bande de jeunes, ils ont une trentaine d'années, ils travaillent là-dessus, c'est formidable, il faut aider ces gens-là. Vous avez toute une jeunesse qui a pas ceux qui ont travaillé sur les étuis péniens dans les forêts amazoniennes, on les laisse de côté, mais ceux qui sont des ingénieurs et qui ont vraiment l'intention de travailler là-dessus en disant il faut absolument qu'on ait une IA sur cette question, par exemple, extrêmement importante. Eh bien, écoutez, il faut les soutenir. Il faut les soutenir, oui. On est sur CNews et sur Europe 1. Ça s'appelle repenser le travail. Dans Face à Michel Onfray. Nous, on travaille tous les samedis. Un tout petit mot de votre ami Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui a évidemment été victime d'une campagne de dénigrement après son retour de captivité d'Algérie. Certains médias, certains intellectuels l'ont même accusé d'être d'extrême droite. Qu'est-ce que cela dit des mécanismes de la haine qui sont à l'œuvre dans notre pays, Michel ? On va d'abord écouter la réponse de Boualem Sansal et je vous passe la parole. Mais penser qu'en France on tienne ce discours, quoi. Moi j'ai l'habitude en Algérie, c'est le quotidien depuis toujours. Mais là franchement, entendre des gens, des intellectuels, des gens qui se prétendent, je sais pas moi, et de tenir ce discours, j'ai l'impression d'être dans l'univers d'Orwell. Le mensonge et la vérité et le mensonge. La paix c'est la guerre c'est la paix. Voilà, mais moi j'ai pas envie de leur répondre, parce que leur répondre c'est vraiment se mettre à ce niveau-là. Ils disent, voilà, nous sommes le camp du bien, tu es parti dans le camp du mal, qu'est-ce que je vais leur répondre ? Que je suis le camp du bien, et eux ils sont le camp du mal. Alors on va tourner en rond. Donc. Voilà pour Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ? Et de la polémique, et de cette réponse ? C'est immonde. D'abord... Boualem, c'est l'homme le plus gentil du monde, qui n'est pas un idéologue. Il y a une dimension très ironique chez lui aussi, très drôle. Et quand la première fois que je l'ai rencontré, il a commencé immédiatement avec l'ironie. Je me suis dit, m'agresse, pas du tout. Il est comme ça. C'est un homme d'une grande douceur. C'est un homme qui dit, en camusien, si la vérité est de droite, eh bien je suis de droite. Si la vérité est de gauche, eh bien je suis de gauche. Or, on a aujourd'hui en France un monopole de la gauche culturelle. Alors là, on pourra en faire la généalogie, mais je veux dire, c'est le général de Gaulle qui, à la Libération, est obligé de composer avec les communistes qui ont collaboré pendant 2 ans avec le pacte germano-soviétique, et il leur laisse la culture, la recherche, l'intelligence, le monopole de la peinture, de la littérature, etc. Et d'un seul coup, si on est un intellectuel, on est de gauche. C'est le pléonasme intellectuel de gauche. Et si on est un intellectuel de droite, on n'est pas un intellectuel. C'est le cas de Raymond Aron, c'est le cas de quelques autres. Et aujourd'hui, ce gauchisme culturel est devenu vraiment dominant. Dans les médias, dans le journalisme, dans l'édition, à l'université, dans le monde du spectacle, etc., etc. Et ce sont eux qui ont décidé que qui n'était pas avec eux et qui était contre eux, ça pourrait s'entendre, mais qui ont décidé que puisqu'ils étaient la gauche, eh bien, ceux qui n'étaient pas de gauche étaient de droite, et puisqu'ils étaient de droite, ils étaient d'extrême droite, ce sont donc des fascistes, des racistes, qui est droit plus souvent qu'à mon tour, des antisémites, etc., etc., etc. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça, parce qu'on n'allait pas dire, il a un peu raison, Boualem, quand il dit, je ne vais pas me mettre à leur niveau, en disant, non, je ne suis pas d'extrême droite, parce que, etc. Moi, j'ai fait plein de fois des textes en disant, le fascisme, c'est ceci, c'est cela. Il se fait que moi, j'ai lu Rebatté, les mémoires d'un fasciste, les décombres, enfin, la littérature de ces gens-là, pour savoir ce qu'est véritablement l'extrême droite. Ça n'a évidemment rien à voir aujourd'hui avec ce qui est appelé aujourd'hui extrême droite.
Boilem d'extrême droite. Enfin, c'est un homme libre. Et je ne sais pas s'il est de droite ou s'il est de gauche, c'est pas vraiment le sujet. Il aime la France, il aime la langue française, et puis il aime la liberté, il aime la littérature, il illustre parfaitement. Et puis j'aime bien retrouver le Boilem que j'aime, parce que moi j'avais trouvé qu'en sortant de son incarcération, il était sympathique avec des gens qui n'avaient pas été sympathiques avec lui. Donc je n'entrerai pas dans le détail. Mais je vois aujourd'hui qu'il a recouvré totalement sa vivacité. Et sa liberté de penser. Voilà, avec des éditeurs, des rapports au monde, des rapports à la liberté de parole, etc. C'est une belle personne, Boilem Sansal. On est bien d'accord. On est sur CNews et sur Europe 1. Michel Onfray est avec nous. On va faire le lien avec la conversation qu'on vient de tenir et la collaboration. On parlait un petit peu de cette période-là et du général de Gaulle qu'on va entendre dans un instant, Michel. Il y a un film qui a un grand succès en salle qui s'appelle Des rayons et des ombres de Xavier Giannoli, qui revient sur cette période de la collaboration pendant la guerre à travers le parcours d'un journaliste, Jean Lucher, qui était au départ un tenant de la gauche humaniste et qui a fini par collaborer avec l'occupant nazi. Il y a près de 800 000 personnes qui ont vu ce film. Alors, vous l'avez vu aussi, mon cher Michel. Et il est extrêmement critiqué par des historiens qui estiment qu'il offre une vision biaisée des choses. Alors, on va dire 2 mots du film, mais après, ce qui m'intéresse d'évoquer avec vous, c'est cette période de la collaboration et comment De Gaulle nous en a fait sortir. Par sa hauteur de vue et par la façon dont il a su transcender toutes ces fractures. Un tout petit mot du film, interprétation magistrale de Jean Dujardin et des acteurs. Vous avez relevé quelques incohérences de temporalité, c'est ça ? Non, quelques erreurs historiques factuelles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que de temps en temps, à mes moments perdus, je fais un livre sur le traitement de la vérité dans le cinéma avec les philosophes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un philosophe dans un film, je fais une analyse, etc. Mais c'est incroyable les libertés qui sont prises avec la vérité historique. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, il y a 2 hypothèses. Vous faites un film sur Lucher, et à ce moment-là, vous vous entourez de conseillers historiques. Et là, il y en avait dans ce film, et il faut être scrupuleux. Il a dit, il a fait, il n'a pas dit, il n'a pas fait. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être dites dans ce film parce que factuellement, c'est faux. Donc ça, c'est pas possible. Ou alors, vous faites, chef-d'œuvre pour moi, L'Armée des Ombres, par exemple, de Melville, et vous faites en 69, film extraordinaire, en tout, sur la résistance. Et vous parlez de Jean Moulin, mais c'est pas Jean Moulin. Vous parlez du philosophe Jean Cavaillès, qui a été un résistant, mais c'est pas Jean Cavaillès. C'est un des plus beaux films, me semble-t-il, de Lino Ventura. Vous parlez des époux Aubrac, mais c'est Simone Signoret qui incarne les époux Aubrac, et ce ne sont pas les époux Aubrac. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré d'individus dont les noms n'apparaissent pas, mais qui permet de faire un très grand film sur la résistance. Et là, pour le coup, c'est le silence, c'est le gris. D'ailleurs, j'en parlais avec Maxime Nagar, le rédacteur en chef de France Populaire ce matin. Je lui disais, mais j'ai vu souvent ce film, j'ai vraiment vu plusieurs fois. Et je ne sais plus s'il est en noir, L'Armée des Ombres, s'il est en noir et blanc ou pas. En fait, il est en couleur, mais même la couleur est traitée de façon à être gris comme ça. Et pour moi, c'est la façon de faire. Le film de Les rayons et les ombres, d'abord, fait référence à ce vers de Victor Hugo qui est cité en fin de film. Ça voudrait dire que chez un collaborateur, il y a des rayons et des ombres. Ça veut dire qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Bon, l'ombre, on voit bien, c'est un collabo. La lumière, où et quand ? C'est ça le problème. Et moi, j'ai lu les papiers de Libération du Monde ou les papiers factuels d'un certain nombre d'historiens qui nous apprennent, par exemple, que quand il a des problèmes de conscience en disant, bon, les lois anti-juives de Vichy, est-ce qu'on en parle dans le journal ? On n'en parle pas dans le journal, et que le journal n'existe pas à l'époque, c'est un peu problématique. Donc, je trouve ça problématique parce que ça n'est pas crédible, après, la thèse. Vous parliez de gauche humaniste et une gauche pacifiste. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire ces gens qui ont connu la Première Guerre mondiale, comme Jean Giono, comme Céline. D'ailleurs, il y a dans ce film un passage avec Céline qui n'existe pas, qui est une pure fiction. Mais le problème, c'est de faire côtoyer fiction et réalité. Parce que, par exemple, on nous présente ce type comme un gentil type de gauche qui finit un peu, on ne sait pas trop comment, par être un jour un collaborateur. Pas du tout, il est collaborateur très tôt avec le régime nazi, dès les années 30, puisque dans le film, il nous est dit que son père écrit au Figaro un texte dans les années 40. C'est pas vrai, c'est pas dans les années 40, c'est en 1933, c'est pas dans le Figaro, non pas parce que le Figaro collaborait, mais simplement parce que la censure n'aurait pas permis ce genre de papier. On se dit c'est dommage qu'il y ait ce genre de problème, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter la vérité historique. Il y a 2 ou 3 films dans ce film. Il y a un film sur les crachats des tuberculeux, il y a sur le traitement des tuberculeux, sur les sanatoriums, sur la tuberculose de Jean Dujardin et de sa fille. Il y a un film sur la relation édipienne entre père et fille, alors que
Jean-Luc Cher avait d'autres enfants. Il y a un film, enfin il y a plusieurs films. Sur le journalisme aussi, c'est là que j'arrive parce que je trouve que c'est là qu'est génial ce film. Et qu'il est génial aussi quand il fait Les illusions perdues à partir de Balzac. C'est-à-dire qu'il y a chez ce réalisateur une critique tellement sévère mais tellement juste du journalisme. Parce que la question, donc on oublie, oui il y a des gens qui sont devenus collabos, d'ailleurs La Combe Lucien de Louis Malle est un très beau film pour voir comment un gamin qui était parti pour devenir résistant se fait choper par la troupe et devient finalement collabo, etc. Film assez magnifique sur le fonctionnement. Mais La Combe Lucien, c'est personne, c'est un héros de cinéma, on ne peut pas dire l'histoire lui donne tort. Et là, je pense que dans le journalisme, il y a quelque chose de très intéressant. Je comprends que des journalistes n'aient pas aimé ce portrait qu'on leur donne d'eux-mêmes, ce miroir qu'on leur tend en disant il y a des collabos. Oui. Et aujourd'hui, Jean-Luc Cher, il existe. Moi, j'ai 2-3 noms, si vous voulez. Non, gardez-les. Non, je ne donne pas. Ça nous évitera mais j'ai 2-3 supports journalistiques, je ne donne pas non plus, mais qui peuvent être aussi des supports numériques, où vous vous dites, mais ces collabos qui sont prêts à recevoir de l'argent de l'étranger, à détester la France, à mettre des cibles dans le dos des gens, à stigmatiser des catégories d'individus. Et c'est là qu'est le génie de ce réalisateur. Moi, j'ai adoré son film sur le Balzac et les illusions perdues. Et dans ce film, qui est long, très long, mais on ne s'ennuie pas. On s'ennuie jamais. Ça fait 3h20, c'est formidable, c'est très bien tenu, c'est magnifiquement filmé. Il y a un film sur les journalistes aussi. Il y a 4 ou 5 films, c'est très baroque. Dans ces 4 ou 5 films, ça aurait été resserré sur la question du comment devient-on un collaborateur. On avait un grand film sur la collaboration. Michel, je voudrais quand même qu'on avance parce que le temps file, qu'on écoute De Gaulle. Parce qu'on a parlé de ce film, de la collaboration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment De Gaulle a transcendé cette période terrible de la collaboration, comment il a réussi à refaire la France. Écoutons ce qu'il disait sur cette période en 1959. Je vais vous faire une confidence, vous ne le répéterez pas, mais je suis obligé de dire qu'il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit. Voilà, il lit ça à Vichy. Et on voit comment il embarque tout le monde dans cette France. Évidemment, il enlève les côtés sombres qu'il y a eu et qu'il connaît parfaitement. C'est tout le problème de l'idéologie, c'est-à-dire que si vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas penser pareillement que quand vous êtes dans votre fauteuil en disant il y a qu'à, il faudrait, on aurait dû, il n'aurait pas dû, etc. Le général de Gaulle, il hérite quand même d'une France à genoux, qui a été détruite et ravagée. Des gens, quand ils viennent à la résistance, c'est très, très tardivement. Mars 1944 pour André Malraux, par exemple. Sartre et Beauvoir, c'est jamais. Et donc, et qui sont eux-mêmes plutôt... elle travaille à Radio Vichy, pendant que Sartre, lui, il travaille à Comédia, qui est une revue collaborationniste. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chef de l'État? Où vous allez chercher des poux dans la tête de tout le monde, et là, tout le monde tombe. Les journalistes, les magistrats, les intellectuels, les écrivains, etc. Sauf bien sûr les juifs. Et encore, un Maurice V, c'était juif et collaborationniste. Vous allez faire tomber toutes les institutions. Il n'y a plus d'université, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus d'édition, etc. Les grands éditeurs dont on parle de ces temps-ci, n'ont pas été très résistants. Les grands éditeurs de la place de Paris qui donnent aujourd'hui des leçons. Donc le général de Gaulle, où il dit, on va commencer par faire un droit d'inventaire, et alors là, c'est une guerre civile. Ou alors il dit, il faut réunir tout le monde, sauf les collaborationnistes. C'est pourquoi il est si sévère, avec des Lucher, avec des Brasillac, avec des gens qui se font... Drieux se suicide, mais je veux dire, il les fait fusiller les deux autres en disant, on les fusille parce que intelligence avec l'ennemi. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait invoquer aujourd'hui, une intelligence avec l'ennemi, je ferme la parenthèse. Et le général de Gaulle dit on a besoin de refaire une France unie, et pour la faire unie, il faut oublier le passé. Le passé, c'est le passé, et puis voilà, vous avez été ceci, vous avez été cela. Lui, il le sait très bien, quand il fait son appel du 18 juin, et qu'il dit mais il n'y avait pas grand monde pour me rejoindre. Il y avait d'ailleurs, s'il faut vraiment repenser la question de la collaboration, parmi ceux qui rejoignent le général de Gaulle, des gens de l'Action française. Des gens qui sont des royalistes et des maurassiens. Le Maurras était antisémite, mais il était aussi anti-germanique, il était aussi anti-anglais, etc., etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, dans les rayons et les ombres, il y a la part rayons et ombres, et il fallait montrer la complexité de ça. De toute façon, pendant 2 ans, les communistes collaborent avec le pacte germano-soviétique, puis Hitler rompt le pacte germano-soviétique, donc les communistes deviennent résistants, mais ça reste quand même très tardif. Et à la Libération, ils sont extrêmement nombreux. Ils font 25%
des voix quand le général de Gaulle parle. C'est pour ça qu'il est obligé de composer avec eux. Et donc avec il est bien obligé de composer avec tout ce monde-là. Et regardez Desmond Tutu, ou alors en Afrique du Sud, quand Desmond Tutu n'a pas eu le pouvoir véritablement, mais enfin il tenait ce discours-là, c'était un discours de réconciliation. Regardez le Rwanda, regardez l'Afrique du Sud, regardez les pays de l'Est, quand toutes ces dictatures sont tombées, soit on a fait des procès, et alors là c'est une guerre civile qui continue, soit on a dit on passe à autre chose. Et le général de Gaulle a fait le travail. Simplement, les intellectuels auraient pu faire le leur. Ils ne l'ont jamais fait. Ça n'était pas à lui de faire un Nuremberg de la gauche et de dire comment s'étaient comportés les socialistes, les radicaux de gauche, la chambre du Front populaire qui a voté qui a voté majoritairement les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il n'y a pas grand-chose, vous savez, la bibliographie sur le pacte germano-soviétique. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, et si je me fais autant agresser par les communistes et quelques autres, c'est aussi parce que j'en parle depuis des années. Il faut bien me faire payer cette liberté de parole dont je bénéficie à cette antenne. Mais je veux dire que le général de Gaulle ne pouvait pas faire ce travail-là. Lui, il devait reconstruire la France. Mais il aurait fallu que des intellectuels puissent dire « bon, on va écrire cette histoire ». Et alors on est passé d'une France totalement, les 40 millions de pétinistes d'Henri Amouroux, à une France totalement résistante. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Il y avait rayon et lumière. Et moi, je suis pour que nous fassions la part d'ombre et la part des lumières dans ces périodes historiques. Mais le gaullisme aujourd'hui nous oblige à ne pas réactiver des guerres civiles. Refaisons ce que le pape François a fait, le pape nouveau Léon XIV fait. Nous allons revenir vers la lumière, justement. La lumière de Léon XIV et ses confessions de Saint-Augustin. Oui. C'est notre point philo, Michel. On a un petit peu moins de temps que d'habitude. Pourquoi c'est un livre majeur dans la construction de l'Occident, ces confessions de Saint-Augustin ? Oui, c'est un livre qui a été commenté pendant tout le temps de l'Occident. Et le Père Michel, sur votre plateau, a dit combien l'Occident était redevable d'Augustin. Et il a absolument raison, soit les confessions, soit la Cité de Dieu. On pourrait reparler un jour de la Cité de Dieu, parce que c'est un livre majeur. D'abord, les confessions, il y a plusieurs étages. Il y a une explication de son trajet personnel. C'est un homme qui n'a pas cru en Dieu, qui était manichéen. Il y avait Mani, qui était une espèce de chef de secte ou de bande, je dirais. Mais, sa mère était chrétienne, catholique, Monique, et son père, Patrice, ne l'était pas. Il était, lui, païen. Et il raconte comment il avait une vie de patachon. Cigarette, whisky et petite pépé, quoi. Il raconte vraiment une fille, il a une femme, enfin, il est père de famille, Augustin, avec un fils qui s'appelle Adéodat. Et puis, de l'alcool, du jeu, du plaisir pris aux femmes, au spectacle, au théâtre, etc. Et il n'est pas heureux. Et il raconte un épisode extrêmement célèbre, tous les élèves de terminale jadis savaient ça, c'est le vol des poires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de nuit, il va voler des poires qui ne sont pas très belles et très bonnes à manger non plus. D'ailleurs, il les jette et il fait ça avec des copains et ils ont plaisir à voler. Et il s'intéresse à la question de la transgression. Il dit, mais pourquoi aimais-je le mal parce que j'aimais le mal pour le mal ? Où en étais-je arrivé ? Et il cherche, et il voudrait bien trouver une solution. Et à Milan, alors c'est mis en scène, parce que c'est passé comme ça ou je ne sais pas, mais il a les évangiles, plutôt le Nouveau Testament, évangiles et les textes de Paul, et les épîtres, et d'un seul coup, pouf, les pages s'ouvrent au bon endroit, et d'un seul coup, il se dit, mais voilà, la vérité, elle est là. Et il devient catholique. Et c'est surtout qu'il voit l'effondrement de l'Empire romain, païen. Il ne voit pas ce qui va arriver. Or, ce qui va arriver, c'est lui. Et c'est lui qui, avec ce texte-là, en disant sa souffrance, en disant sa misère, en disant le fait qu'il avait raté sa vie tant qu'il n'avait pas rencontré la parole du Christ, qui d'un seul coup dit, mais la parole du Christ, c'est formidable. Et c'est un intellectuel, c'est-à-dire c'est pas le petit Jésus est dans son berceau avec le bœuf et l'âne, le Jésus qui gna gna gna, etc. Pas du tout. C'est pensé à partir de Platon. Il y a un dialogue de Cicéron qui s'appelle l'Hortensius qui l'a amené à la philosophie, puis à la philosophie platonicienne, puis de la philosophie platonicienne au catholicisme. Et il a à un moment donné avec sa mère Monique une extase. Et il dit mais Dieu ça ne se prouve pas, ça s'expérimente. Et quand ça s'expérimente, ça se fortifie par la lecture des Écritures. C'est ça l'augustinisme. Ce qui fait qu'il y a dans l'augustinisme des moments extrêmement importants dans l'histoire. Luther est un augustinien, c'est-à-dire quelqu'un qui rompt avec une façon d'être catholique. Les jansénistes, plus tard, au siècle suivant, au XVIIe siècle, les jansénistes nous disent la question de la grâce. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas vous qui déciderez de votre avenir post-mortem. Vous n'allez pas dire je vais mener une vie pieuse et j'irai au paradis, ou je mène une vie de libertin et j'irai en enfer. Augustin dit c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. Donc si vous menez une vie de libertin, Dieu peut vous sauver. Si vous menez une vie pieuse, il peut aussi vous damner. Et toute cette question de la grâce chez les jansénistes va générer un courant de pensée
qui donnera aussi la Révolution française, etc. Donc voilà pourquoi c'est un penseur majeur, parce qu'il dit, juste une phrase sur ce sujet, parce que ce que dit le pape Léon, c'est retrouver le sens de Dieu à partir de la méditation des Écritures. Donc c'est quelqu'un qui nous dit, allez voir un philosophe qui s'appelle Augustin, lisez-le, et vous trouverez matière à trouver un sens à votre existence si vous n'avez pas encore trouvé de sens à votre existence. Donc on propose les Confessions de Saint-Augustin. Absolument. Dans notre point philo. Merci beaucoup Michel Onfray. C'est moi. Bonne journée à vous sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.